Bonjour à tous, bienvenue. Ensemble, c'est mieux, c'est vendredi et c'est l'été. Bon, l'été un petit peu grognon, mais ça va pas durer. On a le plaisir d'accueillir un passeur, un conteur, un homme de lien, oui, journaliste, écrivain, Jean-Michel Asselin. Alors Jean-Michel, on va parler de montagne, mais pas que. Non. On va avoir un petit problème, c'est de tout mettre en 50 minutes avec vous, je sens ça. Oui, moi aussi. On va y arriver. Oui. C'est parti. C'est parti. Alors on lance le sommaire, ou The Sommaire, comme disait l'anglais, c'est l'été. Comme vous voulez, c'est votre émission, Jean-Michel. Okay. Quand les villes saturent et suffoquent, il est bon de sauter sur son vélo. Tous en selle avec l'association Roue Libre de Chambéry. Séquence démo, Julien Gallet va nous expliquer comment faire en cas de crevaison. La sorcière au livre d'Ensemble c'est mieux est de retour. Lisa Bienvenue et son coin lecture. Notre blogueuse littérature jeunesse nous présente son dernier coup de cœur, À travers. Enfin, le chef du jour est un artiste qui joue avec les fruits, les légumes et même les fromages pour nous offrir des sculptures fleurs aussi belles à l'œil que gourmandes au palais. William Hermer fête avec nous l'été qui débarque envers et contre tout. J'espère que vous allez bien et que vous résistez au rouleau compresseur du mois de juin, les examens du grand, les spectacles de fin d'année du petit, les repas des comités d'entreprise. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'on peut mettre dans ce pauvre mois de juin. En attendant, je vous présente comme d'habitude notre belle tablée. Alors, aux côtés de Jean-Michel, ce jeune homme souriant, Julien Gallet, qui nous vient de Chambéry, Monsieur Vélo. Vous allez, Julien, nous parler de votre association Roue Libre, qui est installée à Chambéry, mais pas que. Et puis, on va faire une petite séquence démo, Julien. Lisa, bienvenue, le retour, celle que j'appelle notre sorcière au livre, avec ses paniers de livres sous le bras. Enfin, aujourd'hui, vous nous parlez d'un livre très singulier, avec de très belles images, sans texte ou presque. Sans texte ou presque, exactement. Presque. Et puis, le chef du jour, eh bien, c'est pas un chef, mais c'est un artiste. William Hermer, vous nous venez de Roanne. C'est bien ça. Merci beaucoup. Et vous êtes sculpteur sur fruits, légumes, fromages et même savon. Exactement, oui. Et c'est une discipline en pleine expansion. Exactement, tout à fait. Et vous allez commencer à travailler pendant toute l'émission. On va avoir le plaisir de s'émerveiller devant ce que vous allez nous faire. Eh bien, je vous remercie. Jean-Michel Asselin, Oui. Si je dis des hommes et des montagnes, ou des montagnes et des hommes, pour résumer votre vie, est-ce que j'ai tout bon ? Oui, c'est bien, hein, effectivement, des hommes et des montagnes. Les montagnes, je les ai découvertes quand j'avais une dizaine d'années, peut-être. J'étais allé voir avec un parrain, m'avait emmené voir le Mont Blanc. Je ne connaissais pas cette montagne-là. Et surtout, j'avais envie de voir ce qu'on appelait les neiges éternelles. C'était pour moi un truc incroyable. J'étais élevé dans la religion catholique, comme tout le monde à cette époque-là, et donc l'éternité, ça représentait un truc magique, quoi. Et de voir ces neiges-là, qui étaient de tout temps, pour moi, c'était un miracle. Donc, voilà. Alors, vous êtes journaliste, écrivain. Combien de livres à votre actif, là ? Eh ben, j'en ai une petite trentaine. Une petite trentaine. Oui. Des livres de montagne. Alors là, on présente le dernier, On ne vit pas au sommet, Chronique de montagne. Et je monte l'édition de poche, parce que pour un livre, c'est un succès d'arriver à être publié en poche, parce qu'un livre, c'est très éphémère. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? On en lira un peu des extraits. Hein. C'est un résumé un petit peu de vos chroniques sur France Bleu, mais pas que. Pas que, voilà, il y a des chroniques qui sont effectivement passées sur France Bleu. C'est aussi toute cette série de petites anecdotes que procure la montagne. Ce sont toutes des histoires vraies, c'est ça qui est incroyable. Parce que même moi, quand je les lis, je me dis, quand même, là, tu y allais un peu fort. Non, c'est tout réel. Alors, c'est pour ça qu'on vous a invité, Jean-Michel, parce qu'avec vous, la montagne, elle n'est pas intimidante. C'est-à-dire que vous arrivez à nous faire croire que presque, on pourrait aller avec vous au pied de l'Everest. J'ai bien dit au pied. Vous avez ce don de communiquer et de raconter et de captiver, même si on n'aime pas forcément la montagne. Voilà. Oui, je ne sais pas si c'est un don, mais en tout cas, c'est un bonheur que d'emmener des gens au pied de l'Everest, ou même plus haut. Hein. C'est pas ça le souci. On peut emmener pratiquement n'importe qui, je dirais jusqu'à 8000 mètres. Après, ça devient un peu compliqué. Mais j'avais fait ce pari en 2003.
où il y avait énormément de gens qui venaient fêter le cinquantenaire de l'ascension de l'Everest. Oui. Et à tous, j'avais dit, vous verrez, vous monterez à 8000 mètres. Et Oui. tous sont montés à 8000 mètres. Alors, vous vous êtes baptisé très joliment et humblement le tocard de l'Everest, hein, c'est Oui. dès les premières pages, parce que vous avez les particularités d'avoir tenté 5 fois Oui. le toit du monde et de n'y être pas arrivé. Enfin, aujourd'hui, vous êtes vivant et par 2 fois, vous vous êtes arrêté, mais à ça du sommet. À 50 mètres du sommet, effectivement. Alors, cet échec, finalement, c'est mon bâton de maréchal, c'est génial. C'est vrai. Parce que je me dis, maintenant, tout le monde réussit l'Everest. Hein, il y a plus de 9000 personnes qui l'ont gravi. Et ben moi, je fais partie de ceux qui ne l'ont pas gravi Ouais. et qui ont pourtant essayé. Hein, vraiment, Bravo. j'ai insisté. Bravo, parce que j'imagine que ça demande beaucoup de transformation pour en arriver là. On va voir un petit extrait d'une image que vous nous avez confiée. Alors regardez, vous êtes dans un sale état et on va comprendre ce que c'est que le mal des montagnes. Quand il y a trop de lumière, l'œil droit, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'étais tout seul et qu'il faisait vrai, parce que je me suis dit, si tous ceux ne suivent pas, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour redescendre? Voilà. Moi, je regarde ces images, j'en suis malade, parce que rien que Moi aussi. d'imaginer... D'accord. Oui, on a mal pour vous. Ouais, on est à 8000 mètres, Oui. dans une tente. En fait, je suis arrivé dans des conditions un petit peu difficiles. Il y avait beaucoup de vent, je ne voyais rien. Et surtout, ayant dû enlever mon masque, mon masque de ski pour y voir un peu mieux, en fait, j'ai eu l'œil gauche qui a eu la cornée légèrement gelée. Oui. Ce qui était la deuxième fois, ça m'arrivait. Et donc, Il ne ça fallait fait pas très mal. plaisanter avec Et ça. voilà, C'est très mystérieux cette histoire de mal des montagnes. En préparant l'émission avec Anne Ediard, elle était très étonnée. Ça peut toucher, il peut y avoir plein de symptômes. Et quelqu'un qui n'a jamais eu le mal des montagnes peut, au bout de la énième édition, succomber à ça. Oui, c'est quelque chose d'assez étrange, en fait, qui est dû uniquement à un phénomène très précis en montagne, qui est le problème de la pression. Plus on monte, plus la pression diminue. Et donc, en allant simplement prendre le téléphérique à l'aiguille du Midi, Oui. tout le monde peut ressentir cet effet Oui, c'est vrai. très, très étrange. C'est que vous montez les escaliers, après vous descendez du téléphérique, vous montez les escaliers pour aller à la plateforme, et là vous dites, tiens, c'est bizarre, je ne respire pas comme d'habitude. Et en fait, vous ne respirez pas comme d'habitude, puisque vous ne captez pas les molécules d'oxygène normalement. Oui, Voilà, oui, on donc, a même mal à la tête ou alors, mal on au a mal à ventre. la tête, etc., Mal au ventre. voilà. Et Alors, ça peut finir très mal. Bien sûr que ça peut finir très mal et vous racontez que souvent, enfin voilà, des histoires dramatiques, mais pas que. Alors on a des photos à vous montrer, une photo d'actualité, c'est cette photo d'embouteillage au sommet de l'Everest, évidemment. Alors là, c'est vous tout seul. On montre déjà cette photo pour faire le contraste. Vous êtes tout seul, Oui. le cul dans la neige, vous avez l'air presque tranquille. Et puis on va voir l'autre photo plus récente de incroyable. Alors je ne sais pas si on la voit très très bien. Voilà, Oui. de cette file indienne d'alpinistes et qui tentent l'Everest. Et ce jour-là, eh bien, il y a eu plusieurs morts à la redescente. Oui, ben ça c'est un peu la rançon de la gloire de l'Everest. L'Everest, tout le monde a envie d'accrocher, enfin tout le monde. Des gens ont envie d'accrocher ça sur leur carte de visite. J'ai fait l'Everest. Je peux les comprendre, hein, pourquoi pas. Ça fait partie des trophées comme d'autres choses. Mais cela entraîne effectivement une fréquentation démentielle de l'Everest. Et vous avez des queues comme ça de 395 personnes récemment, le 23 mai. On se rend compte que 395 personnes en train d'attendre sur une arête à 8700 mètres d'altitude, ça va créer des dégâts. Alors, si vous n'avez pas 5-6 bouteilles d'oxygène, voilà, ben, vous risquez de mourir. Et on comprend bien, oui, l'importance, vous nous l'avez expliqué, de l'oxygène. Alors, je me tourne vers William, qui a commencé son petit travail alors j'allais dire de fourmi, non. Comment est-ce qu'on peut décrire ça, Jean-Michel? Un travail vous allez ciseler une pastèque pendant toute l'émission. Oui. Alors, William, expliquez-nous, vous êtes champion de France de la discipline de sculpture sur fruits et légumes. Exactement, oui.
qu'est-ce que c'est cette discipline? Alors, c'est une discipline à l'origine asiatique Oui. qui a été importée en France depuis quelques années. Et aujourd'hui, on est à peu près entre 30 et 50 à être passionné. Au départ, c'est une passion. Et à réaliser des sculptures sur toutes sortes de fruits et légumes. D'accord. Et vous avez appris en Thaïlande? Alors moi j'ai appris en Asie puisque c'est vrai que c'est devenu vraiment une passion qui m'a conduit jusqu'en Asie où j'ai vraiment pu pratiquer avec des maîtres. Il faut savoir qu'en Asie c'est monnaie courante de faire des choses comme ça. Il y a même des écoles pour apprendre la sculpture sur fruits et légumes et c'est vraiment une tradition asiatique. Donc aujourd'hui voilà, j'essaye de promouvoir un petit peu cet art. C'est non seulement essayer, mais on est en train de voir des images de ce que vous faites. Parce que, alors, Jean-Michel, il faut expliquer que William, non seulement il sculpte sur les fruits et les légumes, mais aussi sur le... Regardez ça, c'est du fromage. C'est du fromage. Du fromage et du savon. Alors, le fromage et le savon, vous le vendez à qui? Le savon, c'est pour qui? Alors, le savon, ça va toucher aussi bien le particulier, puisque j'ai fait créer des coffrets cadeaux. Donc, je vends ça à l'hôtellerie, notamment, et puis les particuliers. Et tout ce qui est fruits et légumes, c'est ce qui touche le plus de monde, puisque on travaille aussi pour des mariages, aussi bien pour des mariages que pour des baptêmes. Et puis après, c'est beaucoup d'événementiels. D'accord. Vous allez continuer à travailler tranquillement pendant qu'on parle. Est-ce qu'il y a des fruits et des légumes sur lesquels vous préférez ou vous ne voulez pas intervenir? Est-ce que tous sont vos copains? Tout ce qui est très très juteux comme les oranges, les cerises, ça va être très compliqué à travailler. Mais non, j'ai pas. Vous avez essayé de sculpter une cerise? Ah oui, j'ai essayé, oui, bien sûr. Alors après, chaque saison a ses fruits et légumes. Ah bah oui. Donc c'est ce qui est intéressant. Aujourd'hui, on travaille les fruits d'eau avec la pastèque, le melon. Et puis là, derrière vous, là, qu'est-ce que c'est? C'est des roses? Alors, ce sont des betteraves rouges qui sont sculptées en forme de rose et qui sont posées sur des vraies tiges de rose. Jean-Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça incroyable. C'est vraiment c'est étonnant. Parce qu'on dirait des vrais. Mais, non, elles sont plus belles que des vrais. Je ne sais pas si elles sont plus belles, mais c'est bluffant, c'est Lisa. bluffant. Moi, je voulais savoir si ça avait juste une fonction décorative ou si on pouvait les manger après. Oui. Alors là, pour le coup, c'est vraiment décoratif. Quand ce sont des décors comme les pastèques, après, les gens coupent généralement le décor et peuvent manger le reste du fruit. Il n'y a aucun produit qui est dispensé dessus. Donc, il n'y a aucun souci, aucune perte. Mais le savon, jamais on l'utilisera. Non, alors non, oui. C'est ça. C'est la beauté de... Voilà, c'est plus en guise de cadeau. C'est cadeau, bon. On continue avec le vélo, on vous laisse travailler. Mais bien sûr. J'espère que vous n'êtes pas impressionné par nos caméras, parce que de temps en temps, il y a la caméra qui vient sur vous et qui suit votre progression. On parlera du championnat de France aussi, de la compétition, etc., etc. Mais pour l'heure, on va parler vélo, parce que Jean-Michel, je crois que vous êtes mis au vélo et que vous aimez le vélo. Oui, j'aime bien le vélo. Je fais du vélo de route, un petit peu. Ouais, un petit peu. Et puis là, je me suis surtout fait un cadeau extraordinaire. Je me suis acheté un VTT électrique. Oui. Et là, c'est le paradis, c'est le paradis. Mais alors, avant de parler du paradis, vous avez quand même fait la BRA, la marmotte, l'étape du Tour. Hein. Oui, j'ai fait des trucs comme ça quand j'étais Jean-Michel, jeune. comme ça, il est très humble, mais il faut quand même préciser, moi, j'ai jamais fait la marmotte ou le BRA, moi Elisa. non plus, ça risque pas. C'est pas mal. Ouais, c'est bon. Alors, Julien, je vous présente, vous venez de Chambéry et on va présenter votre association Roue Libre. Oui. Très joli nom. Et c'est pas une association toute jeune, hein? Non, effectivement, Roue Libre, c'est une association qui a été fondée en 92 avec l'idée de promouvoir le vélo au travers des aménagements cyclables. Donc l'idée, c'était pour qu'il y ait plus de vélos qui circulent, il faut qu'il y ait de meilleures conditions pour circuler, donc plus de pistes cyclables et puis de qualité. Voilà. Vous étiez pionnier à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas grand monde quand même. À l'époque, c'était effectivement la personne qui a créé l'association. C'était un petit peu, on ne sait pas trop, une association de vélo, est-ce que ça pourrait se faire? Et c'était un petit peu l'idée, précurseur. Alors, on est en train de voir des images qui ont été tournées dans votre atelier à Chambéry par Frédéric Pasquette. Particularité de l'association, vous avez un atelier, alors il y a 4 antennes, on va dire,
Exactement. Chambéry, Aix-les-Bains, Oui, Montmélian et oui. Albertville. Albertville, donc aussi 4 ateliers. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces ateliers? Alors voilà, donc l'idée en 92, c'est de dire pour qu'il y ait plus de cyclistes, il faut qu'il y ait plus d'aménagements cyclables. Oui. Et à partir de 2006, l'autre idée, c'est de dire pour qu'il y ait plus de cyclistes, il faut qu'il y ait aussi plus de vélos, que les gens soient mieux équipés. Mhm. Donc dans nos ateliers, on peut acheter un vélo d'occasion et surtout apprendre à le réparer. D'accord. Et en fait, c'est ça qu'on découvre et qui est aujourd'hui vraiment conforté, c'est que les gens ont besoin d'apprendre à réparer leur vélo. Alors, ça ne veut pas dire tout démonter sur un vélo, mais ça veut dire des petites choses très simples. Il y a aussi des gens qui démontent tout. Oui. Mais on peut, voilà. Et du coup, nos adhérents viennent pour apprendre à réparer leur vélo. On leur propose des pièces d'occasion à prix libre, et puis des outils, et puis les compétences surtout pour Combien d'adhérents? à peu près 800 adhérents Ah, actuellement. quand même. Voilà. Est-ce que Chambéry est une ville qui se met au vélo Non, justement, c'est qui se met au vélo, oui, mais depuis longtemps. Ah, d'accord. Voilà, depuis, c'est pas non plus un hasard si cette association est née en 92 à Chambéry. Mhm. Il y a aussi un terrain, et aujourd'hui c'est une ville qui est reconnue cyclable. Il y a eu un deuxième prix en 2018 sur les aménagements cyclables. William, vous faites du vélo. On peut faire du vélo à Roanne? Il y a des pistes cyclables? Bien sûr, il y a des voies vertes, oui. D'accord. Oui, oui. Ah oui, le vélo arrive maintenant partout. Alors, si les téléspectateurs veulent aller voir votre site, c'est Roue Libre. Il est un petit peu en Il est reformatage. voilà, hein. il est en roue libre. Et- C'est ça. On va pouvoir faire Et des vous véhicules. vouliez insister sur le fait que c'est un site interactif où on peut signaler s'il y a des accidents sur les voies, Voilà. des trous. Ça, c'est Exactement. très important. Alors ça, c'est vraiment c'est le cœur de l'activité à la base, c'est Oui. de pouvoir faire remonter les problématiques de terrain. Oui. Donc on a ce qu'on appelle des cyclofiches, donc c'est un petit formulaire sur notre site internet qui permet de saisir une fiche et de dire à cet endroit il y a une chicane qui est pas très facile à passer Ça, en vélo, des trous, Ça, c'est il y a vachement bien. systématiquement une route qui n'est Ouais. pas balayée. Parce que- Et nous on s'occupe de faire remonter l'information aux collectivités, aux techniciens. Bravo. Ouais. Ah, ça, c'est parce Ça, qu'en vélo, c'est un problème. Et vous avez un petit cadeau pour notre invité, donc un livre, une petite Bible là, devant vous qui raconte toute l'histoire du vélo. C'est ça? Ouais, c'est cool. exactement. Alors c'est vraiment un coup de cœur là. C'est un livre qui donc raconte l'histoire des déplacements urbains. Alors je crois qu'il commence en 1817 et il fait une perspective jusqu'à 2050. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment. Alors il resitue ça au niveau européen. Vraiment pas Mais oui. pas uniquement en France. Bien sûr, avec l'exemple des pays nordiques. Exactement. Et voilà. avec aussi les causes et les effets que ça peut avoir. Désolé Jean-Michel, je sais que vous videz votre bibliothèque, ça fera un petit bébé tout neuf, mais c'est cadeau. Ouais, il faut le lire et puis Il y le a faire pas de souci, je circuler. le ferai c'est, circuler. voilà. Bien sûr, il faut le faire circuler. Bon. On va faire une petite démo parce que dans cette émission, on aime bien les démos. Et donc, on va réparer une chambre à air, c'est ça? Voilà, l'idée c'est ben, juste je de vous montrer rejoins. comment Ouais. on peut démonter un pneu. Parce que sur les pistes cyclables, enfin à Grenoble, je ne sais pas si à Roanne ou Chambéry, mais il y a souvent du verre et on crève souvent. C'est de partout pareil, je pense que C'est partout. même les meilleurs pneus increvables qui existent sur le marché, on a toujours quelque chose du verre ou un jour on tombe sur un clou et dans ce cas-là, D'accord. Donc, qu'est-ce que vous allez... Alors, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas acheter une chambre à air? Parce que ça coûte rien. Alors on peut, effectivement, aujourd'hui c'est ça qui est assez étrange, c'est qu'aujourd'hui la plupart des gens ne réparent plus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une chambre à air dans le commerce, on trouve ça à 1,50 €, une rustine c'est de l'ordre de 70 centimes. Ah oui, d'accord. Donc y a C'est pas, mais rien. voilà, c'est rien. Dans tous les cas, c'est rien. Mais l'idée, nous, c'est de dire, en fait, les chambres à air existent, on peut continuer, et c'est aussi simple de réparer. Ouais. Ou en tout cas, si on n'a pas envie de réparer quand on est en train de faire sa balade de vélo, on garde la chambre à air, on la change, et puis quand on rentre à la maison, on la répare, et on en a deux qui tournent Ouais. comme ça. Voilà. Recycler, ça, on dans aime cette bien idée-là, ça. voilà. Ouais, Nous, tout à fait. on aime aussi mettre ça en Le avant. zéro déchet. Exactement, on essaye de limiter les déchets, et puis d'éviter de... Ok, d'en alors créer on y va. je pourrais presque vous laisser faire, en fait. Je sais pas, c'est très raisonnable. Ne riez pas, Jean-Michel. Pourquoi vous riez, Lisa? Non. Alors allons-y. Alors, J'ai crevé. Voilà, on a crevé, donc le pneu est à plat. Oui. L'idée, c'est de prendre donc, ces petits outils qui sont des démonts de pneus. Oui. Alors, c'est bien des démonts de pneus et non pas des remonts de pneus. On Ah. les utilisera pas tout à l'heure. Donc ça, D'accord. c'est quelque chose à... Ah, c'est vraiment une nuance. C'est une nuance non négligeable parce que souvent, quand on remonte, on peut risquer de crever à nouveau en utilisant les démonts de pneus. Ouh là C'est quand même là. dommage si on vient de On n'est réparer. pas rendu. Hein. Voilà. Bon, enfin, on va y aller. Donc, pour démonter, on se met sous la lèvre du pneu. Ouais. Alors, si on n'a pas les démonts de pneus, on peut le faire avec des manches Ouais. de grande cuillère. C'est le petit astuce, voilà. Et on va, au fur et à mesure, décoller une des lèvres du pneu Oui. en décalant les démonts de pneus Ok. petit à petit. Jean-Michel, vous savez faire ça par cœur ou bien Oui, moyennement, mais bon. Moyennement. Lisa, vous avez déjà fait ça?
Pas du tout. D'accord. Ah bon, il va falloir venir dans l'atelier alors pour pouvoir Ah mais apprendre. oui, tous à l'atelier roue libre, voilà, tous. Moi, je les C'est pas gonfle, je les évident, coupe. évident. Ah non, c'est pas évident. Ouais. Même quand on sait faire, il y a toujours Bon. des fois où il y a des surprises. Voilà. D'accord. Ah bah, Bon, en ça plus- y est, elle non, sort. Non, en plus, non, elle veut pas sortir. Elle a veut fait pas un Alors, sortir. ce que je vais faire, Julien, je vais vous abandonner Oui. 2 minutes pendant que Pas vous de souci. démontez votre roue, parce que nous, on a rendez-vous avec Jean-Christophe Solari pour un petit duplex à Moutier, en Savoie, parce que c'est une page vélo, Jean-Michel. On vous offre du vélo. Et donc, regardez, on va retrouver bien sûr après Julien, hein, mais on va retrouver l'ami Jean-Christophe Solari qui va nous parler du Tour de Savoie-Mont-Blanc. Tour de Savoie-Mont-Blanc, 2e étape. Salut Jean-Christophe, bien installé. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Christophe. Alors, racontez-nous un peu le Tour de Savoie, 2e étape, aujourd'hui. Oui, effectivement, Valérie, c'est tout simplement l'événement vélo de cette fin de semaine et du week-end. Le Tour de Savoie-Mont-Blanc, 20e édition cette année. C'est le départ de la 2e étape aujourd'hui, ici au départ de Moutier pour la Norma. Un départ qui sera donné à 12h10 pour un parcours de 120 km 700 et 3355 mètres de dénivelé. Ça va piquer dans les jambes aujourd'hui pour les coureurs, notamment lors de l'ascension du col de la Madeleine. Vous le savez, c'est un col de première catégorie qui est bien connu du Tour de France. Les coureurs vont ensuite remonter la vallée de la Maurienne pour passer par Modane, faire une boucle jusqu'au village d'Ossois et puis ensuite attaquer la montée de la Norma, une montée de 4,8 km à 6%, donc une étape qui sera propice aux échappées avec une arrivée rapide et des cols, des bosses, du dénivelé. C'est justement ce que viennent chercher les coureurs du Tour de Savoie-Mont-Blanc dans cette édition. Ils viennent pour l'essentiel d'équipes continentales de 3e division internationale. En général, des coureurs de 20 ans qui viennent se tester et puis accumuler des points pour le classement international. Hier, la première étape a été remportée par le leader de la seule formation Continental Pro, le team Arkea Samsic, le français Romain Hardy. Romain Hardy, un nom qu'il faut retenir, je pense, Valérie, puisqu'il pourrait bien remporter, s'il remporte la victoire sur ce Tour de Savoie-Mont-Blanc, eh bien, il pourrait bien gagner un ticket pour le Tour de France. Et moi, j'ai une question à poser à Jean-Michel. Je sais qu'il aime le vélo, il l'a dit. Et il s'est mis au VTT électrique. Alors, Jean-Michel, est-ce que le VTT électrique, ça vous redonne envie de nouvelles découvertes en montagne et peut-être l'envie de voyage ? Eh bien, c'est ça qui est génial avec le VTT électrique, c'est qu'on se balade. On se balade réellement parce que, bon, moi, quand je fais un col, j'ai vraiment le nez dans le guidon sur la route, je vois rien, je suis à l'agonie. Et avec le VTT électrique, ben, je suis là, je me dis, tiens, il y a un paysage, il y a des vaches, il y a des marmottes, il y a des trucs. Ah, c'est formidable. Et c'est pour ça que l'autre fois, j'ai réussi à faire cet exploit invraisemblable de partir de La Salette et d'arriver jusqu'à Grenoble par des sentiers. Ouais, C'était extraordinaire, avec mon ami Stéphane, formidable. Bon, on remercie Jean-Christophe et Frédéric Pasquette qui ont assuré le direct. On vous retrouve dans quelques instants, enfin juste après l'émission dans le journal des Alpes. Merci Jean-Cry. Et Julien, on repart sur notre démo vélo. Exactement. Alors, ça y est, la chambre à air est démontée. La chambre à air est démontée. C'est long de faire ça ? Vous Ben, savez, vous les gens de voyez, télé sont toujours en train de vous dire est-ce que Voilà. c'est long, combien de temps, Combien de etc. temps ça dépend. Enfin, effectivement, moi, je le fais relativement rapidement. Quelqu'un Oui. qui n'a pas l'habitude, il faut prévoir effectivement un petit peu de temps. Alors, allons-y. Ensuite, la partie réparation d'une crevaison. Ouais. Hop. Donc on va gonfler un petit peu la chambre à air. Alors souvent on dit, on a l'image il faut une bassine pour pouvoir trouver Oui. le trou. Mais Sur sauf la que quand piste on est en cyclable, balade, bah oui, on n'a pas notre bassine d'eau avec non. nos 5 litres pour voir si... donc l'astuce c'est de gonfler la chambre à air. Alors moi là j'ai un trou tellement gros qu'on va trouver assez facilement. Mais on peut gonfler la chambre à air de manière à ce qu'elle devienne vraiment grosse. Et Oui. même s'il y a un tout petit trou, on va l'entendre. D'accord, on Là, va le l'entendre. trou, Lisa, vous Là, suivez. le hein trou bah est tellement oui, je gros, je regarde, pense que oui. si vous passez les mains autour de la chambre à air, vous allez rapidement le... Alors, allons-y. Oui, mais Le- moi, je suis comme une poule devant un couteau. Ah, si, ça y est, je l'ai trouvé. Ah, Voilà. ouais. Donc effectivement, quand on a un trou comme ça apparaît. Mais souvent les trous... J'ai ils- trouvé le trou. Voilà. Je suis très fière. Bon. Donc là, on va frotter légèrement la chambre à air pour la rendre un peu plus... Enfin voilà, c'est un petit bout de papier de verre, hein, vous allez voir. Ouais. On me Je dit vais dans vous laisser l'oreillette faire. qu'il faut accélérer. Je suis désolée de vous stresser, Julien. Non, mais il n'y a pas de Mais problème. c'est pas Hop, grave, si on n'a pas fini, on va donner frotter un... Alors, frotter- délicatement. Non, frotter fort. Ah bon, faut... Justement, pas délicatement. Pas délicatement. Voilà. Bon, j'y vais. Ouais, faut y aller. Tac, tac, tac. Et puis vu qu'en plus on est pressé, faites vite. Hein. Oui, je me dépêche, Ah ben,
Oui, non, mais qu'est-ce qu'ils font me faire, hein, voilà. Hop, hop. On Voilà. aurait pu faire bosser Jean-Michel. Bon, Exactement. j'espère que ça va. Et on Voilà. Ah oui, je le vois, le trou, là. Là, on le voit bien. Ouais. Donc ensuite, on va mettre un petit peu de colle. Un petit peu de colle. Alors c'est là où il y a le piège, c'est que la plupart des colles, quand on met de la colle, faut vite poser la rustine dessus. Ouais. Là, c'est l'inverse. Il faut attendre. D'accord. 5 minutes. 5 minutes. Montre en main. Bon, eh ben, je vous laisse finir. Je Donc, vous pour que la abandonne à colle sèche. nouveau. Voilà, eh ben, on va la laisser sécher. de toute façon. Je vous abandonne. Je retrouve ma place. Et il est temps d'envoyer quelques images surprises pour Jean-Michel. Alors, on aime bien dans cette émission débusquer des pépites à l'INA. Alors, celle-ci, Jean-Michel, nous a été trouvée par notre collègue documentaliste Anne-Laure Helleux. Ça date de 1959. Et selon ce petit reportage, eh bien, Amsterdam serait la capitale de l'alpinisme. Ah oui, oui. Pourquoi ces messieurs ne prennent-ils pas l'escalier comme tout le monde? Parce qu'ils ont de l'imagination. Vous croyez peut-être qu'ils escaladent la façade de la maison? Eh bien non, ils rêvent. Ils sont cependant bien éveillés et il faut qu'ils le soient pour ne pas tomber. Il s'agit en effet d'alpinistes hollandais qui préparent leurs futures ascensions. Pour eux, ce mur, c'est une paroi rocheuse des Alpes. Pas de montagne à Amsterdam pour s'entraîner, alors qu'à cela ne tienne, la tour de la caserne des sapeurs-pompiers, en plein centre d'Amsterdam, figure pour eux les parois du Cervin. C'est tout aussi périlleux et on peut y pratiquer toutes les disciplines de la montagne. Et bien voilà, ces alpinistes hollandais sont prêts maintenant à rivaliser avec les guides de Chamonix. Voilà, vous ne le saviez pas, ça, Amsterdam, Chamonix, même combat. Non, mais en revanche, c'est une pratique très ancienne, parce Oui. que même à Paris, ça se faisait. Hein. Vous avez encore Sylvain Tesson qui grimpe Notre-Dame, etc. Non, il ne le fait plus, il a promis qu'il le fait. Oui, mais enfin, bon. Parce qu'il est tombé quand même. Et vous savez comment ça s'appelle en Angleterre? On Non. appelle ça la stégophilie. Ah oui. C'est l'art de grimper les bâtiments. Vous voyez, avec c'est Jean-Michel, merveilleux, on je savais appelle. pas ça. Voilà, on Stégophilie. apprend des mots. Ah, c'est Stégophilie, super. j'aime beaucoup Voilà. ce mot. On a une photo maintenant à vous montrer. Parce qu'il fallait choisir dans tous ces grands alpinistes que vous avez connus, rencontrés, côtoyés. Et on a choisi ces deux-là. Alors Ouais. expliquez-nous. Eh ben, ces deux-là, c'est deux frères, quoi. C'est Patrick Béraud, le brun, et Patrick Edlinger, le blond. Et là, nous étions allés... je les avais retrouvés, je les avais fait se retrouver parce qu'ils s'étaient un peu séparés. Et on était allés à La Turbie, le domaine de Patrick Béraud. Et ils s'étaient retrouvés tous les deux. Et ils avaient grimpé ensemble et c'était un ballet extraordinaire. Et moi, je les ai profondément aimés. Ces deux personnages extraordinaires qui m'ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous avez écrit sur eux aussi, Oui. bien évidemment. Oui, j'ai fait une biographie de Patrick Béraud et une de Patrick Edlinger. À mon grand regret, aucun des deux ne l'a lu, puisqu'ils sont partis avant. Oui, ils sont partis avant. Et c'est un manque, vraiment. Ah, mais c'était de grands, évidemment. Évidemment. Et c'est ça aussi la montagne, hein, c'est de savoir dire au revoir à beaucoup, beaucoup, beaucoup Ouais. d'amis. C'est un truc qu'on ne fait pas de vieux os. Oui. Oui. Je me tourne vers William qui a continué tranquillement à sculpter sa belle pastèque. Alors William, je voudrais que vous me parliez un petit peu de ce concours, le championnat de France. Racontez-moi comment ça se passe. Alors, on a une épreuve artistique à réaliser, donc avec Ouais. un thème imposé. Donc, on réalise sur place, chez nous. Après, on se déplace, on vient installer la pièce qu'on vient de réaliser. Et puis après, ce sont des épreuves techniques où il y a des critères imposés pour certaines réalisations, comme les roses, par exemple, faire un bouquet de fleurs, réaliser une pièce libre ou alors avec des sujets imposés. Alors, vous êtes champion de France, Oui. mais vous n'avez pas tenté le championnat d'Europe. Non, trop loin, trop de déplacements, beaucoup de frais, peut-être par la suite. Et alors, une information vraiment intéressante pour nos amis téléspectateurs et puis pour vous, Lisa, Julien et Jean-Michel, c'est que vous faites des formations. Oui, exactement. Alors, ben là, je pars semaine prochaine en Martinique, justement, pour dispenser des formations. Donc, il y a des bons côtés aussi à faire de la formation. Et alors, c'est des formations, j'ai vu sur votre site, hein, William Hermer, on tape William Hermer et hop, on a toutes les infos. 3 heures ou 30 heures? Oui, ça va de 3 heures à 5 jours. Donc, tout dépend ce que les gens veulent apprendre. Ça va de l'initiation à des techniques un petit peu plus perfectionnées, avec différents styles de sculpture, comme ce style-là où c'est le style thaïlandais, ou alors il y a un style américain où là, on va plus reproduire des visages sur tout ce qui est cucurbitacé ou autre. Alors, j'ai une question très intéressée. Est-ce qu'on se coupe souvent?
Alors, je ne vais pas vous dire non au départ, forcément, mais avec un petit peu d'habitude, non, ça se passe très bien. Il n'y a pas de raison de se couper. Bon, on va d'abord faire du vélo avec Julia, puis on va j'allais dire se couper. Non, apprendre à faire des roses avec vous. Alors, je me tourne vers Lisa. Jean-Michel, je vous présente notre sorcière au livre. Son blog s'appelle Plume de Brigand au pluriel. Lisa a la particularité d'aimer les livres, la littérature jeunesse et nous aussi. Et surtout, avec ses livres sous le bras, elle va partout dans la région et elle va lire ses livres, bien sûr, à des enfants, mais également à des ados et à des adultes. Par exemple, elle se déplace dans les PMI, des gens qui attendent, qui sont parfois en souffrance, et elle arrive avec son livre et hop, elle se met à lire. Voilà. Aux familles. Voilà. Et nous, on trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, Lisa, vous avez choisi un livre tout à fait singulier, À travers. Il est très, très beau. Particularité, ça raconte l'histoire d'un homme de sa naissance à sa mort, presque sans texte. Presque sans texte, c'est ça. À travers de Tom Ogoma, qui est paru aux éditions Thierry Magnier en 2018. Donc voilà, il n'y a pas très, très longtemps. Et donc Tom Ogoma s'intéresse au potentiel narratif des images. Il a fait des courts-métrages d'animation, il est illustrateur de presse, graphiste. Et le potentiel narratif des images, ce sont ce que peuvent raconter les images dans leur succession surtout. Et donc ce livre-là raconte, voilà, comme vous disiez Valérie, l'histoire d'un homme de sa naissance à sa mort. Les seules indications de texte qu'il y a, ce sont donc des dates et des lieux pour suivre le personnage dans le temps et dans l'espace, parce qu'en général, on se déplace dans la vie. Et il paraît un peu austère comme ça, ce livre. Il est assez minimaliste, il y a très peu de couleurs, il est épais. Et voilà, sans texte, on se dit qu'est-ce qu'il va raconter. Et puis quand on se plonge dedans, il y a moi, à la fin, il m'a ému presque aux larmes, en fait. Vraiment, très sincèrement. Il y a quelque chose de très, très attendrissant quand on suit la vie de cet homme. Alors qu'au départ, en fait, c'est presque un jeu graphique, un système d'images qui se répondent d'une page à l'autre. Donc voilà, ça commence... alors là, on voit les images, du coup, voilà, sur le banc titre. Donc, alors, sur la couverture... Montrez-nous comment il fonctionne. Voilà. Parce qu'il y a la caméra de Fred qui va arriver. C'est pas facile à expliquer. Ça commence Mais par... vous allez y arriver. Il y a un trou dans la couverture. Ça peut être des jumelles ou alors pour voir au loin, ou un Polaroid, qui rappelle le Polaroid aussi pour voir les histoires de famille. Et donc voilà comment marche ce livre. Au début, donc sur la page de gauche, on voit ce petit bébé qui naît. Et donc il est dans la couveuse. Et sur la page de droite, on voit ce qu'il voit. Je vous en montre une autre aussi. Une fois qu'on a compris le principe, voilà. Ça y est, vous êtes dedans. Voilà. Je vois Julien et Jean-Michel, ça y est, ils sont dedans. Ici, on voit un petit garçon qui regarde William des petites aussi. bêtes avec une loupe, et puis la petite bête sur la page de gauche. Et puis, je vous montre quand même une dernière image. Mais oui. Pour son destin singulier. Il regarde avec son papa dans une lunette et il découvre la Lune. C'est magique, hein ? Voilà. C'est pas mal. On va suivre comme ça toute la vie de ce personnage qui aura un destin, quand même un grand destin singulier. Il va travailler à la NASA et ça va se faire au détriment de sa vie de famille, parce qu'il va se séparer de sa femme, donc être profondément seul. Et puis rencontrer la mort, la maladie aussi. Et à travers ce livre vraiment essentiel, on découvre en fait toutes les petites sinuosités de la vie, toutes les petites aspérités, alors qu'effectivement, il paraît très, très austère et très froid au départ, très graphique. Non, moi je ne l'ai pas trouvé austère, je l'ai trouvé étrange et au début je ne comprenais pas. Oui. Mais une fois que j'ai compris, c'est captivant. Oui. Vous dites que c'est un livre pour tous les âges. C'est un livre pour tous les âges qu'on peut offrir Vous voulez à dire ses enfants. qu'un enfant va rentrer dedans? Mais beaucoup plus facilement qu'un adulte. Ça c'est intéressant, hein. Parce qu'on n'a pas, les enfants n'ont pas nos barrières. Mais non, ils regardent, ils comprennent beaucoup plus facilement les images que nous qui avons besoin de texte toujours pour comprendre, alors qu'on est en On a des gros lourds, quoi. Oui, exactement. Des gros bêtas. Ouais, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est vrai. C'est vrai. Et alors ce livre, on va pouvoir le retrouver dans une expo. Oui, dans une expo au musée des Confluences à Lyon, là, en juillet et en août. Il y a une expo qui s'appelle Mini Monstres, les Invisibles. Et le musée, à cette occasion, met en place des espaces de lecture pour les familles. Et ce livre va en faire partie pour parler de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, et puis du grand destin des hommes, des petits. Et voilà, c'est un livre dans lequel on le sent à la fois minuscule, à la fois très puissant.
Et voilà. Bravo. Formidable, hein, pas évident de présenter Ouais. un livre comme ça. Non, Eh ben, c'est notre Lisa. mais ça donne envie. Ouais. Ah, Bon, bah, tant mieux, bravo. je suis bien contente alors. Bravo. C'est maintenant le moment de l'invité de l'invité. Oui. Notre séquence invité de l'invité. Alors, Jean-Michel, quand je vous ai dit ensemble c'est mieux, ça vous fait penser à qui? Vous m'avez répondu. Ben, j'ai pensé à mon épouse. Et vous m'avez dit, est-ce que c'est possible? J'ai dit bien évidemment. Alors, on accueille sais pas. Anne-Benoît Janin, votre épouse. Ouais. Venez, Anne. Sur une musique tout à fait guillerette que vous avez choisie et qui est, bonjour Anne, Bienvenue dans la baie, Clara Luciani. c'est ça. Et Voilà. pourquoi vous avez choisi cette musique, Anne? Parce que Jean-Michel, ce n'est pas que la montagne, c'est aussi Bravo. la mer, et qu'on se réunit beaucoup sur la mer. C'est D'accord. un espace naturel qu'on adore aussi. Bon. Alors, de formation, vous êtes sociologue Oui. et vous réalisez des films. Oui. Jean-Michel, pourquoi l'avoir invitée? Présentez-la nous. Ben, je l'ai invitée parce qu'elle a répondu à une question que je me posais depuis toujours. Pourquoi je suis allé à l'Everest? Et en fait, Anne est allée interviewer l'automne dernier des Népalaises, 8 femmes, comme dans le film, 8 femmes, qui ont donc gravi l'Everest et qui sont descendues vivantes et qui racontent finalement pourquoi elles se sont données à cette montagne. Et c'est vraiment très intéressant parce que j'ai compris que l'Everest, c'était juste une sorte de petit outil pour changer la vie, pour changer sa vie. Et je ne le savais pas. Je croyais que moi, l'Everest, c'était une décoration. ça. Attendez, alors, vous êtes Ouais. en train de me dire que je ne sais pas, ça fait pas longtemps que vous avez fait cette découverte. Absolument, ça fait depuis que j'ai vu son film Les Belles Envolées, j'ai compris en voyant ces femmes. C'est incroyable. Alors ça va de Christine Janin à des Népalaises, etc., et qui reviennent et qui se disent bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a été dans un point comme ça, extrême, ultime, qui s'appelle le toit du monde? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors moi, c'est pratique, j'y suis pas allé. Oh, presque, ne chipotez pas, ne chipotez pas. On va voir un extrait de votre film, hein, donc Les Belles Envolées, avec ces femmes extraordinaires. But it wasn't that easy to climb Mount Everest that time. I cannot get a job as a woman. 14, 15 years ago, it is not normal for the women to do like outdoor jobs, you know, and to do adventures. There is also a lot of things you have to hear, which is not always positive. So there are things like you're small, you're too young, you're women. Alors, ce film, Anne, il va être projeté. Où est-ce qu'on va pouvoir le voir? Parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, aujourd'hui, il vient juste de sortir, mais Ouais. il y a 2 programmations prévues. Une qui est un peu loin, qui est à Ajaccio le 11 octobre, Mhm. et une qui est au Grand Bivouac le 17 octobre. Grand Bivouac à Albertville, le grand festival de voyage savoyard que vous connaissez peut-être, Julien. Je vous ai pas demandé si vous aimiez la montagne, Julien. Ah si, aussi. À vélo et à pied aussi, mais... Ah oui, en crapahutant aussi. Ouais, complètement, ouais. Alors pas à s'approcher autant de l'Everest, mais... Méfiez-vous parce qu'avec Jean-Michel, il embarque tout le monde Ah bah et ouais, vous ouais, allez vous ce retrouver serait- à la Napurna, hop, complètement, comme ouais. ça. Après, Et William aussi. L'état dans lequel il était donne pas non plus complètement envie de monter. Non, mais c'est vrai qu'on aurait dû choisir un moment où vous trinquiez et tout. Voilà, mais un peu plus bas, ouais, ça peut, je pense, rester vraiment un plaisir. Alors Anne, justement, quand il part comme ça, comment ça se passe? Vous avez l'estomac qui... Comment est-ce Alors, que vous le vivez? Maintenant, il part un peu moins. Mais Oui. par exemple, quand la dernière tentative qu'il a faite à l'Everest, le fameux moment où il a eu l'œil qui gelait, il avait un téléphone satellite. Et moi, j'étais trop impatiente. J'ai appelé, ce qu'il ne faut jamais faire dans ces cas-là. Et là, il ne réalisait pas vraiment que c'était moi. Il me dit, là, je suis perdue, j'ai l'œil crevé. C'était horrible. J'étais dans mon bureau, j'étais là. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? C'était terrible. Donc, depuis, c'est un peu assagi quand même. Donc, il part moins. Il part surtout en trek. Il ne fait pas des exploits maintenant. Mhm. Donc, du coup, je suis moins inquiète. Mais en règle générale, quand il part, il vous appelle toujours. C'est la tradition en montagne. On appelle quand on est, enfin quand ça passe, hein, évidemment. Oui. Quand ça passe, mais en général maintenant ça Bah, passe. c'est très récent, hein, parce qu'aujourd'hui, le téléphone passe même au sommet de l'Everest. Hein. Oui. J'entends le téléphone normal. Hein. Oui. Alors qu'en 2003, il fallait quand même avoir un téléphone satellite. C'était un peu compliqué. Et puis carrément avant, quand j'ai gravi l'Everest en 89, là, il y avait zéro communication. Donc, Ouais. Ouais. Et alors, voilà, j'ai l'air intriguée comme ça parce que je pense que ça ne doit pas être évident d'être l'épouse d'un tel Lascar qui a toujours des fourmis. Il m'appelle très souvent, mais pas très longtemps.
Voilà, il me dit ce qu'il fait, je suis au courant de tout, enfin pas de tout parce qu'après, mais des anecdotes, je les ai et c'est très agréable parce que je le suis à distance. Alors Jean-Michel me disait aussi en préparant l'émission, quand il a dit « je voudrais, mon invité, c'est Anne, mon épouse », il m'a dit « on est complémentaires ». Oui. C'est vrai? Ah, par rapport à une chose, je crois que ça va, notamment par rapport à... on n'a pas du tout la même façon de vivre le quotidien. Oui. Voilà, lui est très étourdi et moi je suis très posée. Je sais pas peut-être pas les mots. Et il égare beaucoup les choses. Et moi je suis là, mais non, tu l'as mis là. Ouais. Il est sur la table. Alors il me dit, mais où sur la table? Mais bah là, ah oui. Voilà, la complémentarité. Ouais. J'ai une petite citation de quelqu'un que vous connaissez bien, Edgar Morin. « Qu'est-ce que l'amour? C'est le comble de l'union, de la folie et de la sagesse. » Oui. C'est joli, ça. Ah, c'est joli et c'est Edgar Morin. Donc, C'est Edgar Morin. Ben oui, on a fait exprès. Vous avez un objet surprise. Alors, on vous a demandé d'amener un objet pour faire une surprise à Jean-Michel qui symbolise votre relation ou quelque chose d'important. Allons-y. Alors ça, c'est un petit Ganesh. En fait, le Ganesh, c'est le premier objet que Jean-Michel m'a offert quand je suis allée chez lui, la première fois. Et Ganesh, c'est un dieu hindouiste. Et en fait, c'est le dieu de la maison, de la prospérité, du bonheur. Et on en a beaucoup chez nous maintenant. Oui. Beaucoup de Ganesh. Oui, beaucoup de Ganesh. J'adore Ganesh parce que c'est une histoire incroyable, quoi. C'est, en fait, Parvati et Shiva... Shiva, c'est le dieu de la transformation, etc. Il part tout le temps à la guerre et sa femme lui dit, il dit à sa femme, non, fais gaffe quand je pars à la guerre, pas d'homme à la maison. Elle dit oui, pas de problème. Et ce pauvre Shiva s'en va. Parvati met au monde un enfant. L'enfant va garder la maison, il est devant la maison et quand son père revient 20 ans après, il trouve un jeune homme avec une lance devant la maison. Il se dit comment ça, on m'a déjà remplacé. Et là, il lui coupe la tête. Et sa femme sort, elle lui dit « Mais t'es fou, c'est ton fils !» Et Shiva, donc inquiet, dit « Bon, pas de problème, on va rétablir la chose. Le premier être vivant qui passe, je lui prends la tête. » Et c'est un éléphant, et il crée Ganesh, le protecteur de la maison. Voilà, le protecteur de la maison. C'est un bébé Ganesh. Ouais, c'est un bébé Ganesh. Bon, donc plein de Ganesh chez vous. Ouais. J'ai une petite surprise, une autre petite surprise pour vous. C'est un message de deux Lascars que vous connaissez bien, puisqu'ils s'appellent Jérôme Orset et Alain Salomon. Vous les côtoyez régulièrement à France Bleu, notamment le dimanche pour Passion Montagne. On les écoute. Bon ben Jean-Michel, nous ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et qu'on anime le magazine Montagne ensemble et à chaque fois tu me bluffes parce que à chaque fois on aborde des sujets qui peuvent paraître compliqués, élitistes, pas très accessibles et t'as la manière de raconter ça, de rendre ça facile, presque simple, on se dirait presque qu'on pourrait grimper tous sur l'Everest et te suivre et que ça serait pas plus compliqué que ça. T'as la façon aussi de raconter les histoires, tu nous transportes, tu nous emmènes en montagne et moi j'adore partager ça avec toi chaque semaine. Et il y a quand même quelque chose, parce que toutes les semaines on demande à nos invités de nous emmener dans un petit coin de paradis en montagne. Et toi, tu nous as jamais livré ton petit coin de paradis. Alors j'aimerais bien savoir quel est ton endroit préféré en montagne. J'ai deux questions que j'aimerais te poser. La première, c'est savoir quand est-ce que tu m'emmènes au Népal, notamment près des Annapurna, puisque tu m'en as tant parlé, je dois dire que tu m'as fait rêver. Je crois que je suis prêt aujourd'hui. Et la deuxième, c'est est-ce que tu te souviens de cette série Les Grandes Balades de l'été, enregistrée pour France Bleu Isère, où du côté du lac du Sauté, nous avions fait la Via Ferrata, et ce jour-là, tu avais oublié tes baskets. Alors, les baskets. Passion Montagne, le dimanche, de 11h à midi et de 18h à 19h. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de baskets? C'est tout simple, j'étais en tongs. Et heureusement, je possédais ce qu'on appelle du gaffer. Vous savez, c'est ce scotch américain. Du scotch. Donc, j'ai scotché mes tongs sur mes pieds pour pouvoir faire la Via Ferrata, en rappelant bien sûr aux auditeurs que ce qui était important quand on faisait une Via Ferrata, c'est d'avoir des bonnes chaussures. Alors, comme c'était pas de la télé... Donc Anne, vous êtes tout à fait d'accord avec le côté tête en l'air. Quand est-ce que vous l'embarquez alors, Alain? C'est très simple, je lui renouvelle cette invitation. Je pars au printemps prochain au camp de base de l'Annapurna, versant sud. Donc s'il veut venir, ça s'appelle le sanctuaire de l'Annapurna, 15 jours, formidable. Alain, viens, Alain. Il faut faire les bagages, c'est bon, tu es prêt, c'est bon, tu peux partir. Et puis le petit coin de paradis. Le petit coin de paradis, non, c'est impossible parce que j'en ai trop. Mais le petit coin de paradis, c'est ce qu'on disait, ce que disait un de mes copains. Il disait, le coin de paradis, être en montagne, c'est d'abord être avec de bons compagnons.
Et je crois que c'est ça qui importe. C'est être au sommet ou pas, peu importe, mais être avec des gens avec qui on partage vraiment quelque chose. Et on regarde le paysage ensemble et ça nous transporte et ça nous transcende. Et c'est ça qu'on aime en montagne ou sur la mer. C'est simplement être dépassé, se sentir tout petit et tout grand à la fois. Alors, je pense que là, on touche du doigt ce qui fait que vous êtes intéressant même pour les gens qui ne sont pas passionnés de montagne, parce que ce que vous dites sur la montagne, eh ben, ça s'applique à toute la vie. Oui. Il y a quelque chose d'universel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Lisa. Oui, moi ça me parle complètement. Et puis c'est rigolo. Enfin voilà, ce livre m'a touchée. Ce que vous me dites, on se sent tout petit, tout grand, dépassé, à la fois avec un sentiment de puissance immense, et puis en même temps, on est rien sur Terre. Enfin voilà. Non. Et alors, Alain, il est revenu après en disant « J'avais une autre question bien mieux ». Alors je dis « Bon, pour vous, c'est quoi être en montagne ?» Et en fait, vous venez de répondre. Vous venez de répondre naturellement. Encore une fois, c'est ça. De bons compagnons. Ouais. Il a voulu insister aussi sur votre humilité, parce qu'il a dit oui, finalement, il la ramène pas, il a connu les plus grands, il a fait je sais pas combien de sommets, et c'est quelqu'un de très humble. Non, mais justement, ça c'est pas de l'humilité, parce que j'ai connu les plus grands. Les plus grands, c'est eux, c'est pas moi. Moi, non, mais c'est vraiment très important. Parce que c'est ça le journalisme. C'est pas se mettre en valeur soi, c'est mettre en valeur les autres. Et moi, j'ai toujours conçu ce métier comme ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai aimé, c'est les paroles d'Edlinger, de Béraud, de Gabarou. C'est tous ces gens-là qui m'ont emmené en montagne également. Mais quand ils m'ont emmené en montagne, c'est eux qui étaient devant. Et c'est eux qui étaient formidables. Et moi, j'ai fait que les suivre. Et j'ai été un privilégié. J'ai eu une chance inouïe de les croiser. Merci à eux. Merci. Alors, je me tourne vers Julien. Je ne sais pas si on a encore le temps de jeter un œil sur sa rustine. On a du temps. J'ai pris le temps de la coller, du coup. Ouais. Donc voilà, une fois que la colle a un petit peu séché, donc il faut que la colle soit à peu près mate, donc plus brillante. On colle la rustine dessus, on tient bien appuyé pendant quelques moments. Oui. Ensuite, la rustine est collée. Donc voilà, c'est pas toujours très beau. Il y a un film plastique, donc on peut le retirer, mais c'est jamais complètement indispensable. Alors là, je vais peut-être pas arriver à le retirer, on peut le laisser dedans. Et puis ensuite, on remonte tout ça dans le pneu. D'accord. Alors, mais si j'ai bien compris, des fois sur les modes d'emploi, il y a marqué 2 minutes, mais non, vous conseillez d'attendre un peu plus, quoi. Alors, il y a certains ateliers vélo où ils ont carrément mis un sablier parce que les gens collaient vraiment leur rustine trop vite. Il faut pas hésiter à attendre. Je pense qu'on peut pas trop attendre parce qu'on est toujours impatient et du coup, on va finir par la coller trop tôt. Il faut vraiment que la colle, elle soit presque, on dit, sèche au toucher. Sèche au toucher. Voilà. Bon, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très clair. Lisa, la prochaine fois, vous revenez, vous me collez une rustine? Oui, bien sûr, pas de problème. C'est une chambre à air et faire des trous dedans pour l'exercice la prochaine fois. Moi, je peux faire les trous, il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est le moment de la dégustation. Alors, on va pas... pendant ce temps-là, William, vous avez continué à... C'est un travail presque méditatif et voilà, qui a ponctué notre plateau. Mais on va pas croquer. Ah, voilà, la fleur a éclos. N'est-ce pas magnifique, voilà. Anne? Superbe. Mais vous nous avez quand même amené quelque chose à croquer, parce que dans la tradition, tradition de cette émission, on est des gourmands. J'ai pas voulu, Jean-Michel est un gourmand, et c'est l'été. Donc une petite assiette de fruits que vous allez déguster. Fabriquée, n'est-ce pas, par le champion de France de sculpture sur fruits et légumes, et fromage et savon. Donc pendant que la caméra de Fred attrape l'assiette, vas-y Fred, et fais l'assiette volante, hop, allez-y, croquez. Alors c'est melon, et puis au milieu c'est quoi? Très joli. Alors, de la pomme, c'est de la pomme. Ah bah j'ai jamais vu de la pomme comme ça, hein, franchement. Eh bien, écoutez, croquez dans les vitamines. Allez, on reprend. Tout le monde fait feuille de melon. Oui, mais c'est l'été aujourd'hui, les enfants. Donc, Puis Valérie, moi je voulais vous offrir une petite rose en navet. Hein. Une rose en navet. Voilà, qu'on va colorer avec de la betterave, donc ce qui nous fait un colorant naturel. Oh, dans l'oreillette, on me dit c'est trop mignon, mais vous êtes un amour. Je suis sûr que c'est la première fois qu'on vous offre du navet. C'est la première fois qu'on m'offre du navet, effectivement. Et puis vous offrirez peut-être la betterave à Lisa et Anne. Mais bien sûr. Bah, écoutez. Wow. Alors, je ne vais peut-être pas oser croquer dedans, mais regardez. C'est poétique, c'est magnifique. Ah oui, la question jeu, oui, parce que dans cette émission, on mange et on joue. Alors la question, je l'ai trouvée dans votre livre, Jean-Michel. Qu'est-ce qu'un pika? Un habit traditionnel, un plat népalais, un petit mammifère, un outil de Sherpa.
Je sais, moi. C'est bien, Anne, c'est bien, vous suivez. Mais surtout, chut, la réponse, c'est bien sûr, est dans le livre de Jean-Michel, comme ça vous êtes obligé de le lire, mais c'est absolument pas un pensum, c'est passionnant, c'est drôle, c'est touchant, c'est émouvant. Ça se lit très facilement. Vous avez la réponse, vous filez, vous connaissez le chemin, aura.france3.fr pour gagner ce livre. On ne vit pas au sommet, finalement. C'est pas simple de revenir du sommet, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué, Jean-Michel. Oui, la descente, c'est toujours très compliqué. Et c'est vrai qu'en montagne, tout est facile. C'est après, dans la vallée des hommes, que c'est compliqué, mais la vraie vie, elle est en bas. La vraie vie est en bas. Alors, voilà. Je termine, Jean-Michel, j'ai pas eu le temps de dire qu'après le tremblement de terre du Népal, vous avez été nommé par le pays ambassadeur de bonne volonté. Oui. Et moi, je trouve que vous restez pour 2 ans. Vous incarnez vraiment l'ambassadeur de bonne volonté de la montagne et des hommes. C'est un titre qu'on pourrait vous décerner. Voilà, c'est juste ça au passage pour terminer. Ouais. On remercie Julien, sa chambre à air, sa rustine, la simplicité, voilà, et roue libre pour faire la révolution. Vélorussion. Vélorussion. En Savoie et partout, partout. Mettons-nous au vélo. William, bravo, merci pour beaucoup. Cette rose. Donc tout l'été, j'imagine, vous allez bien travailler avec les fruits d'été. Oui, exactement. Mais à l'automne, vous attaquez les courges, les potirons. Bien sûr. Hein, et avec des parcs d'attractions. Voilà. Ah bah oui, Halloween. Et oui, Halloween. Évidemment. Anne, on va se régaler avec votre film. Merci d'être venue nous apporter cet éclairage sur Jean-Michel. Lisa, on se retrouve la semaine prochaine avec des surprises, peut-être une petite rustine. Oui. Merci pour À travers. Je mettrai du cambouis sur les mains. Ce livre qui raconte, et on va l'offrir évidemment à Jean-Michel. Ça fera un deuxième livre dans votre bibliothèque que vous êtes en train de vider. On est désolé. Lundi, les enfants, on retrouve Karine et Alain avec un programme très intéressant sur les aidants et leurs droits. Et puis ça va vous intéresser, Jean-Michel. On va parler de sédoum, de tanésie, de salsifis-des-prés ou d'égopode, des plantes sauvages. Oui. Parce que Jean-Michel, il a écrit un livre sur les plantes sauvages et comment les cuisiner. Et des fois, il emmène les gens en montagne et il nous apprend à ne pas nous empoisonner. Hein, c'est ça, Jean-Michel ? C'est très important. Ah bah oui. Ne confondez pas l'ail des ours et la rhum, par exemple. Oui, parce que ça se ressemble un petit peu. Ah bah oui. Voilà. Donc, il y aura toute une rubrique sur ces plantes sauvages et comment les cuisiner. Dans quelques instants, votre journal régional avec le duplex de Jean-Christophe Solari pour le journal des Alpes et le Tour de Savoie. On va continuer à pédaler. Excellent week-end à vous tous. On a joliment commencé l'été. Je vous embrasse. Nous, on se retrouve vendredi prochain.